À vous, les anciens enfants placés de force. À vous, les victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance. Au nom du gouvernement suisse, sincèrement et du fond du cœur, je vous demande pardon pour les souffrances que vous ont été infligées. Longtemps, la Suisse a cru bien faire en disloquant les familles les plus pauvres. Des dizaines de milliers d'enfants ont ainsi été retirés à leurs parents, puis placés en foyer, dans des fermes ou dans des couvents à travers le pays, comme pour les couper des racines de la pauvreté. Ils ont été logés, nourris, mais privés de l'essentiel. Plus tard, lorsqu'ils se sont rebellés, certains de ces jeunes ont connu l'emprisonnement, sans avoir commis de délit. Un internement administratif en cours jusqu'en 1981. La Confédération a finalement accordé une contribution de solidarité aux victimes encore en vie. Fin 2018, 9000 d'entre elles en avaient fait la demande. Et dans le formulaire officiel, on découvre une rubrique qui surprend l'observateur. Mais de quoi s'agit-il? Pourquoi la Confédération a-t-elle ajouté cette rubrique à la longue liste des outrages déjà connus? Si des personnes ont eu recours à la psychiatrie ou à des traitements médicamenteux, n'est-ce pas qu'ils étaient malades? On sait que l'internement en clinique et les essais de médicaments n'étaient en Suisse longtemps réglés par aucune loi ou règlement dans la plupart des cantons. La porte ouverte à des abus? Aujourd'hui seulement, les langues se délient. C'est l'hôpital psychiatrique du canton de Fribourg. Ils sont là, les maisons rouges. Là, c'était le 5 et là, c'est le 4. 5 et 4. Les tout nouveaux, on les mettait au 5, parce que c'était un peu plus libre. Au 4, c'était vraiment les vrais malades. Et moi, on m'a mis en punition. Parce que j'ai pris la fuite quand ils m'ont... de punition, ils m'ont foutu avec les vrais malades. Ouais. Mais pourquoi ils le font? Je ne le sais pas. C'est ça que j'aimerais bien comprendre pourquoi. L'histoire de Nelly commence dans la basse ville de Fribourg, dans les années 40. Un quartier pauvre, dans ce canton catholique, peu industrialisé. Née de père inconnu, elle est donc ce que l'époque appelle une fille illégitime. Cela suffit à la faire placer sous tutelle, même si elle peut rester vivre chez sa maman, une femme simple, sans formation ni travail, mais une femme aimante. À l'époque, chaque maison abritait plusieurs familles, souvent avec de nombreux enfants. L'un d'eux se souvient de la petite Nelly. Les gens ne peuvent pas imaginer, si on leur raconte l'histoire de Nelly, en disant Nelly, elle a vécu comme bien d'autres dans des caves du quartier de l'Auge. Mais on était tellement nombreux. Il faut imaginer, maintenant on est 600, avant il y en était 3000. Bien sûr, quand il y a des nombreuses familles, il y a un service de la ville qui disait ceux-là sont trop nombreux, c'est mieux qu'on les place. Et c'est pour ça qu'il y en a qui partaient à l'orphelinat. C'est facile hein, de dire celui-là, il va finir voyou, ou bien n'importe quoi. C'est facile. À l'âge de 7 ans, Nelly est finalement retirée à sa mère. Le tuteur préfère placer l'enfant plutôt qu'aider la maman sans ressources. Nelly arrive chez les religieuses de la Sainte Famille à Zonneville, un foyer pour l'amélioration religieuse et morale des jeunes filles. Comme Nelly a du retard scolaire, on ne lui permet pas de suivre les cours. Comme c'était le commencement des écoles, j'ai pensé, je vais jusqu'à Fribourg et puis je suis partie. Je suis partie jusqu'à Fribourg, puis je suis partie directement où il y avait la maison des écoles. Et une dame m'a ouvert, puis
Je lui ai dit, je vais venir à l'école. Puis elle me demande après mon nom, je lui ai dit. Elle me dit, ah non, maintenant je sais, toi tu es la fille que le curé a dit que tu es un danger pour les autres élèves. Parce que le curé disait que j'étais un enfant du diable. Quelques années plus tard, Nelly est placée dans un autre internat religieux, au château de Lully. Un espoir pour elle. Et là, j'ai pensé, ouais, maintenant je pourrais sûrement aller à l'école. Mais c'était aussi le contraire. Ils m'ont mis dans une petite chambre, un lit, une table, une chaise, et puis voilà. Et il y a une dame qui est venue et m'a montré comment il fallait broder. Mais il fallait faire vite parce qu'il fallait faire des trousseaux. Et je brodais, 10 années qui passaient, je brodais. À 15 ans, Nelly est placée dans un internat plus dur encore, à Villars-les-Joncs, aussi tenu par des religieuses. Elle est maintenant une adolescente et il lui arrive de fuguer. À chaque fois, elle se fait ramener à l'internat par la police. Les sœurs lui reprochent de chercher le contact avec les garçons. Parce qu'ils sont que ça dans la tête, mais c'est tout faux. Ça arrive peut-être à d'autres qu'une idée. Et moi, c'était surtout d'être dans un travail et puis être ma liberté. Je cherchais ma liberté, moi. Être libre. Ah, être liberté. Mais en guise de liberté, son tuteur lui réserve une surprise. Il lui annonce avoir trouvé une place de travail. Nelly a alors 19 ans. Et bon, je pensais, bon, du travail, c'est bien. Et quand on est arrivé, j'ai vu que c'était Marsan. J'ai dit, mais ça, c'est la maison des fous. Et puis il m'a dit, oui, mais tu verras, ça va te plaire. Alors moi, j'ai toujours cru que j'allais pour travailler, pour faire le ménage, pour aider. Mais quand je suis arrivée là-bas, tout de suite, ils m'ont dit que je dois me déshabiller. Ils m'ont donné une chemise de nuit et me mettre au lit. Mais j'ai dit, mais je ne suis pas malade. Il m'a dit, mais il faut quand même... J'ai dû me mettre au lit et pendant 15 scènes de jour, ils m'ont donné 3 piqûres par jour. En 1961, 522 patients ont été internés à la clinique psychiatrique de Marsens. Cette année-là, une jeune femme y fait son stage d'infirmière. Elle se souvient. Cet hôpital n'était pas tellement un hôpital tel qu'on peut le concevoir maintenant, mais j'ai envie de dire du gardiennage. Il n'y avait pas de projet de soins. Il fallait éviter que ces patients sortent, ils ne devaient pas partir, ils étaient enfermés. Et quand elles se mettaient à être très fâchées, le moyen qu'on avait, c'était de tout de suite les calmer, on leur faisait des injections. Ce qu'elles détestaient. Parce que forcément, ils étaient drogués par les médicaments. Le directeur médical de l'époque, Maurice Rémy, déplore dans son rapport annuel une augmentation des admissions pour des raisons non médicales. Il déplore alors que sa clinique serve à interner des personnes simplement jugées asociales. En 1961, un tiers des internements, soit plus de 170, concernent des personnes ne souffrant d'aucune maladie mentale. Moi, j'ai eu du bol. Hein. Quand on savait que quelqu'un qui venait de Marsens, c'était terrible. Quand on savait que le gars, il était normal, mais on le mettait parce qu'il était un peu plus violent, un peu plus différent. À Marsens, c'est le service social qui disait, celui-là, il faut le mettre un moment là-bas, ça lui fera du bien. Oui, il croyait que ça nous faisait du bien. Chaque clinique devait lutter pour trouver des ressources. Parmi ces ressources, le travail des internés. Nelly confectionne des boîtes pour un confiseur. Et puis quand j'avais 1000 par jour, il me donnait un paquet de cigarettes dans la place. Alors, c'était votre salaire, entre guillemets. Ouais, il me donnait un paquet de cigarettes. Et puis un beau jour, Liliane fait la connaissance de Nelly. C'est une petite jeune fille qui, parmi toutes ces patientes-là, est là au milieu, assise par terre,
qu'on ne peut pas approcher parce que dès qu'on approche, elle nous envoie promener avec des mots... Il y en a une qui vient vers moi puis qui me demande quand je m'appelle, je lui ai répondu « va chier ». Elle m'interpelle, je me demande pourquoi elle est là. Je pose la question à une infirmière qui me dit « oh, mais c'est une grande malade mentale ». Puis elle n'a pas cru que j'étais une grande malade. Pour finir, elle m'a demandé toute autre chose et puis je lui ai répondu. C'était Villars-Légion qui la mettait à Marsens pour la punir. Elle n'était pas la seule. On lui disait qu'elle était folle parce qu'elle piquait des colères, oui. On n'a rien fait pour rattraper cette petite enfance tellement massacrée, tellement maltraitée, alors qu'elle aurait eu besoin de ça pour se construire. L'historien zurichois Thomas Wanker se penche depuis des décennies sur les mesures de coercition à but d'assistance. Il nous rappelle que le Code civil suisse a longtemps intégré la faiblesse d'esprit comme cause de tutelle. Une terminologie indistincte qui permettait de contrôler toute personne au comportement jugé inadéquat. Mais comment expliquer l'internement psychiatrique de jeune fille en révolte contre son sort? Une jeune fille avide de liberté, comme c'était le cas de Nelly. Le diagnostic, ou l'un des diagnostics les plus absurdes, était celui de faiblesse morale. On arrive à la conclusion que les personnes ne sont certes pas folles, elles sont normalement intelligentes, mais elles souffrent de faiblesse morale, parce qu'elles n'obéissent pas à la morale ambiante. Par exemple, elles veulent absolument avoir un petit copain, ou elles ont un enfant sans être mariées, ou alors elles vagabondent. Et ce diagnostic psychiatrique peut vous faire interner, alors que vous êtes totalement sain d'esprit. Et puis, dans les régions catholiques surtout, l'internement psychiatrique était vu comme une alternative à la stérilisation, puisque hommes et femmes étaient séparés. Avec un bon internement, pas moyen de tomber enceinte. Tu veux me donner le bras? Nelly et Liliane l'infirmière sont restées amies. On t'avait dit ça? Oui, que j'avais un beau travail, que je m'y plairais. Mais quand j'ai vu que c'était moi, ça, j'ai dit, mais c'est l'hôpital des fous. Aujourd'hui, les deux grands-mères se plongent dans le Marsens de l'époque. Oui, Maurice Rémy, oui. Premier essai de médicaments, tu vois. 1955. Mais ils m'ont aussi donné, mais chaque fois je les foutais. Ouais. Je les mettais dans la bouche et puis après je les foutais dans les toilettes. Ouais, mais les piqûres, t'étais bien obligée de les supporter. Là, je pouvais rien faire. Eh ben oui. C'est ça. Ils ne nous laissent pas vivre. Au lieu de nous laisser, pourtant je me suis débrouillée. Ils auraient bien pu me laisser me débrouiller. Ce que j'ai vu dans mes dossiers, c'est que les religions ont dit que j'avais un drôle de comportement. Puis après, dans les papiers, c'est marqué qu'elle est faible d'esprit, mais pas malade mentale. Alors, aucune idée. Après, en 77, c'est nouveau marqué que je suis une grande malade mentale. Alors, aucune idée ce que ces gens veulent. Je ne sais pas trop. On essaie de nous faire incapables de tout, quoi. Attends. Oups. Nous sommes près de Zurich. Autre canton, autre histoire. Celle de Walter Emisberger. Il est né en 1957, selon lui quand sa maman était en prison.
Il passera les premières années de sa vie en orphelinat avant d'être placé par la commune chez un couple de pasteurs. Il a monté une exposition itinérante, histoire de présenter notamment dans les écoles ce que la Suisse a pu faire au nom de l'assistance envers les plus démunis. Mais les placements, ce n'est pas tout. Et il y a d'autres choses moins connues qui se sont passées. Par exemple, les essais de médicaments. Il y a encore des choses à découvrir. Lui aussi a eu affaire au monde de la psychiatrie, dès l'âge de 10 ans. Je me souviens qu'on m'a emmené souvent à la clinique psychiatrique, à Münsterlingen, où on me faisait passer des examens. Il y avait différents bâtiments. Quel était votre sentiment alors? Cela me faisait peur. C'était pénible. Münsterlingen est un peu le Marsens de la Suisse orientale. Un hôpital psychiatrique que de nombreux marginaux de toute une région connaissent de près ou de loin. Le couple de pasteurs y emmène parfois le jeune garçon. J'imagine qu'ils voulaient me remettre dans le droit chemin. Ils voulaient remodeler l'enfant que j'étais, vous voyez. Pour que je me comporte comme les gens le souhaitaient. Dans un rapport médical, le psychiatre de l'époque cite le pasteur venu le consulter. L'enfant serait difficile à élever, aurait une mauvaise attitude au travail et se mettrait facilement en colère. Le médecin conclut un trouble dépressif et prescrit, entre autres, la molécule G35-259 de Ciba-Geigy. De toute évidence, un médicament à l'essai. Nous avons écrit à Novartis, repreneur de Ciba-Geigy. Ils nous ont répondu. Cette substance active a été testée entre 1960 et 1970. Il n'est plus possible de savoir quelles ont été les raisons qui ont poussé à abandonner la molécule G35-259. Vous saviez que vous étiez objet de tests médicamenteux? Non, à l'époque, je n'en savais rien. Je savais juste que je devais prendre des médicaments. Pour moi, les médecins étaient des modèles. Ils t'aident, ils te guérissent si tu es malade. Mais je n'étais pas malade. Je pouvais travailler et aller à l'école. En vacances, on me plaçait pour travailler à la ferme. Donc j'étais bien en bonne santé. En Suisse, plusieurs commissions d'historiens étudient actuellement les premiers essais de médicaments en milieu psychiatrique. Des essais qui conduiront, dès les années 50, au développement progressif des premiers antidépresseurs et autres neuroleptiques, médicaments qui prendront peu à peu le relais de la camisole de force ou d'autres thérapies de choc. 4 cantons romans ont mandaté un historien de la médecine, Vincent Barras. Il a pour mission de fouiller les dossiers des hôpitaux psychiatriques et, si possible, ceux des groupes pharmaceutiques, pour éclairer ce pan méconnu de l'histoire suisse. Notre recherche devra mettre en lumière à partir de quand et comment se sont mis en place quelles régulations. Sachant par ailleurs que les années 50 sont l'époque où sont inventés dans une sorte d'espoir, d'optimisme thérapeutique assez incroyable à nos yeux d'aujourd'hui. On découvre des molécules qui guérissent de la folie. Tout ça entre guillemets, en tout cas c'est l'impression qu'on a. Et donc dans cette époque très particulière, il s'agit de regarder comment les choses sont faites, dans quelle mesure ces choses sont faites contre le gré des patients, en les contraignant ou non, ou en les mettant au courant dans un contexte où, par ailleurs, le médecin lui-même n'est pas très au courant de ce qu'il fait, il ne connaît pas vraiment les effets, il a une molécule entre les mains, dont il a l'impression qu'elle va tout guérir, mais il n'en connaît encore de loin pas tous les effets secondaires, par exemple. Les pharmas ont bien sûr toujours procédé à des essais de médicaments
avant de les lancer sur le marché. Mais il s'agit maintenant de déterminer si une population pauvre, placée sous tutelle, a été ciblée pour de tels essais. Ce sont parmi d'autres les questions auxquelles les historiens vont maintenant tenter de répondre. Revenons à Nelly. Nous sommes ici chez elle à Bâle. Il lui manque aujourd'hui des années de cotisation AVS pour les 6 ans passés en clinique psychiatrique. À l'automne de sa vie, elle garde encore les stigmates de son passé. On n'est sûr de rien du tout. Quand on n'a pas de réserve d'argent, quand on n'a pas de boulot, quand on n'a rien, eh ben on n'est rien, on a le droit de rien. On doit seulement toujours avoir peur du lendemain, c'est tout. C'est ça notre vie. Mais on vit, on est quand même là. Moi je dis toujours, on est des morts vivants. Mais Nelly est toujours debout. À 25 ans, elle s'est libérée de la tutelle en se mariant. Elle a fondé une famille, elle a appris à lire et à écrire avec ses 2 filles, et elle a toujours refusé une rente invalidité. En 1974, elle fait la rencontre d'Athédée Carmonde, une rencontre décisive pour elle. J'étais endormie dans un bois dormant, et là, ils m'ont réveillée. Parce qu'ils m'ont pris au sérieux, ils m'ont fait lever. Ils disaient, tu as le droit d'habiter cette terre comme tout le monde. Nous sommes ici dans le fief d'Athédée Carmonde à Trévaux. C'est ici que Nelly a eu droit à ses toutes premières vacances en famille. Elle s'y sent aujourd'hui comme à la maison. J'aimerais bien rentrer au chaud. Allez faire un thé, c'est bien. Athédée Carmonde, Athédée comme aide à toute détresse, est un mouvement de libération de la parole des plus pauvres. Eugène Brandt se souvient de sa première rencontre avec Nelly dans une cité d'urgence à Bâle. C'était il y a 40 ans. Elle avait une très belle femme avec des cheveux noirs et elle pouvait les avoir comme un rideau, mais elle pouvait aussi les lancer comme ça pour nous plonger dans une histoire de notre pays qui est justement où on a tiré un rideau sur la vraie histoire des gens pour y peindre des monstres et des mensonges et des non-vérités. Le mouvement Athédée Carmonde a été un des premiers à dénoncer la grande pauvreté comme une forme de violation des droits de l'homme. En Suisse, il a aussi été un pionnier dans les universités ouvrières pour redonner dignité à ceux que le parcours de vie avait brisés. Ce mouvement sait plus que quiconque ce qui se cachait derrière la santé éclatante de l'économie suisse des années 60 et 70. Ceux qui ne correspondent pas à cette évolution, tout d'un coup, sont stigmatisés. Il y a eu des congrès où des psychiatres ont affirmé que la pauvreté est une maladie. Et donc, il faut la traiter de cette sorte-là. Donc, la psychiatrisation de la pauvreté dans un pays comme la Suisse ne peut se comprendre que dans une histoire. Si finalement la Suisse a corrigé ses mesures de coercition envers les plus pauvres, fin des années 70, c'est pour se conformer à la Convention européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, la Suisse fait face à son passé. Quand même, je ne connais pas un pays qui a été aussi loin à ce niveau-là, non seulement de demander des excuses, mais de créer un fonds de solidarité et d'entamer une recherche maintenant en disant mais qu'est-ce qui a pu se passer dans un pays qui se dit démocratique pour en arriver à pareille violence institutionnelle et sociétale. Donc on est à un moment absolument historique clé. La question c'est qui est amené autour de la table pour réfléchir. J'aimerais que les autres ils commencent aussi à parler de leur propre vie, qu'ils sortent de leur silence. Avec les volontaires de ce mouvement, j'ai eu la chance de prendre un merveilleux chemin. Je suis heureuse que ces personnes ayant remarqué que je pouvais encore être utile à quelque chose, qu'elles ne continuent à me faire confiance et m'impliquent dans les responsabilités.
Ainsi, je me sens un être humain à part entière. C'est peut-être un peu tard, mais je me dis que mieux vaut tard que jamais. Cette histoire se termine, mais elle ne se referme pas, car tant reste à découvrir, notamment pour ce qui est des essais médicamenteux en milieu psychiatrique.